Ce programme vous est offert par Samao. Samao, une eau saine, équilibrée, riche en minéraux pour ta santé, pour ton énergie. Samao, l'eau du bien-être. Bonjour et bienvenue dans votre deuxième numéro de votre émission Dans l'arène. Dans l'arène, au menu de ce soir, nous allons parler de l'épineux sujet qui est la violence dans l'arène, la violence particulièrement dans le sport. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Ibrahima Diom de la coalition Manga. Je suis aussi avec mes deux consultants maison, Claude, bonjour. Bonjour, Ndekouba. Et Hassan Walo. Bonjour. Et notre invité Ibrahima Diom de la coalition Manga. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, le sujet d'aujourd'hui va parler de la violence dans le sport, plus particulièrement dans l'arène. Depuis quelque temps, on est en train de vivre des scènes de violence, que ce soit dans les face-to-face, ou bien dans l'enceinte, ou bien dans les tribunes, et particulièrement la lutte. Donc, c'est ce sujet qu'on va parler ce soir et nous allons terminer par la rencontre entre les 11 ou bien la rencontre des candidats pour la prochaine Fédération sénégalaise de lutte qui aura lieu mercredi au stade Léopold Sédar Senghor avec la commission. Donc, Claude, oui. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est la violence dans l'arène. De plus en plus, je pense que ça devient quelque chose de très récurrent. Effectivement, avant tout, il faut rappeler que la lutte sénégalaise, c'est un sport. Donc, c'est un sport, c'est une autre culture aussi. Donc, le principe, c'est que les lutteurs, en tant que sportifs, ils viennent faire pratiquer le sport et les amateurs de lutte viennent apprécier les athlètes et aussi apprécier la culture qu'il y a dedans. Mais on a un phénomène qui commence à gangréner ce sport, c'est donc la violence. Mais les premiers concernés, ce sont les lutteurs eux-mêmes. Parce que si on remarque bien, ce sont les lutteurs, on voit des lutteurs qui viennent dans des face-à-face de combat armés de couteaux, de machettes. On a vu des images, pour ne pas les citer, certains lutteurs. On a vu aussi des lutteurs qui commencent à avoir une certaine communication violente. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont des lutteurs très populaires qui ont cette communication alors qu'ils sont déjà des références ou des modèles pour leur communauté. Donc si un lutteur a une communication violente, qui parle de mafia, qui parle de prison, etc. Donc à ce moment-là... J'ai tant de mandats de dépôt. Mandats de dépôt, etc. Et ils s'en glorifient. Ils s'en glorifient. Et là, c'est dommage. Et donc, ça se répercute. En fait, ça a une influence sur leur communauté, les gens qui les suivent. Donc, ce sont les premiers concernés. Et donc, je pense qu'on va aborder dans l'émission des solutions. Au cours de l'émission, Hassan Walo, cette recrudescence de la violence dans l'arène. Ouais, comme vous l'avez dit, mais permettez-moi de saluer M. Ibrahima Diom. On a eu à se rencontrer chez Manga le vendredi dernier. Oh, oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai, donc, bienvenue sur le plateau. Donc, comme vous l'avez dit, c'est on a noté beaucoup de cas de violence dans l'arène. Auparavant, on voyait la violence dans les tribunes ou au niveau des supporters. Mais depuis quelque temps, ce sont les lutteurs qui, lors des face-à-face, entretiennent cette violence. Et c'est regrettable, mais également il faut prendre des mesures draconiennes pour arrêter cela. Sinon, la lutte risque d'en partir, quoi. Monsieur Ibrahima Diom. Oui, merci Ndekouba, merci tout le monde, Claude, merci Hassan. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci. Et je crois que le thème est d'actualité. Et je crois que, aujourd'hui, concernant la coalition Manga que je représente ici, déjà, on a une vision là-dessus. Et ça fait partie de nos premiers points, surtout que le président Hyacinthe Ndiaye Manga a quand même promis en 100 jours d'éradiquer tout ce qui est violence dans la lutte. Comment l'éradiquer? Peut-être après on reviendra sur les solutions. Donc je crois que aussi quelles sont les causes? Aussi tout ça là, d'abord il faut étudier minutieusement quand même les causes de cette violence pour pouvoir quand même apporter les remèdes idoines.
Mais Hassan, qu'est-ce qui explique cette violence? C'est l'éducation, c'est les parents qui ont failli, c'est l'éducation, c'est nous-mêmes, c'est la société qui est violente. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence de la violence? Je pense que les explications peuvent être nombreuses. D'abord, il y a l'aspect éducation qui manque au niveau des lutteurs, mais également le manque de sportivité. Un sportif de haut niveau doit savoir se comporter, doit savoir bien perdre dans la dignité et gagner exactement, être fair play. Mais malheureusement, chez nos lutteurs, on ne sent pas cela. Et c'est très dommage de voir certains comportements, surtout des comportements faits par des lutteurs qui drainent du monde derrière eux. On a vu lors du dernier face-à-face entre Diop 2 et Liss Ndiago, à la fin du face-à-face, il y a une violence qui s'est notée et s'est créée entre le camp de Diop 2 et celui de Liss Ndiago. C'est regrettable et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra prendre de fortes mesures pour arrêter ce phénomène, sinon c'est la lutte qui risque de payer les pots cassés. De payer les pots cassés. Claude, on a remarqué que de plus en plus on note de la violence dans le sport et plus particulièrement la lutte. Selon toi, qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est mystique ou bien c'est le manque d'éducation de nos lutteurs ou bien qu'est-ce qui explique cette violence? On voit maintenant même des images avec des lutteurs qui ont des machettes, des cornes, tout ça. Donc, ça rime pas avec le sport. Ça rime pas avec le sport. Mais je pense que d'abord, ce qui l'explique, c'est une explication, en fait, c'est une raison sociétale. En fait, il faut savoir on sait tous que la lutte se déroule souvent, en fait, les lutteurs les plus populaires viennent des quartiers défavorisés. Mais c'est rare qu'on entende qu'un lutteur vient des Almadies, un lutteur qui vient des Mamelles, de Mermoz, de Sacré-Cœur. Non, c'est Guédiawaye, Parcelles, c'est Dalifort, c'est Malika, c'est Yamagan. Donc c'est des milliers de favorisés. Ils drainent énormément de foule, ces lutteurs-là. Mais c'est des endroits où donc il y a des conditions de vie qui ne sont pas favorables et donc c'est des gens qui sont peut-être dans un milieu où règne parfois déjà le banditisme avant même que les lutteurs viennent. C'est un endroit où règne déjà certains phénomènes donc de délinquance, de banditisme, etc. Maintenant le problème aujourd'hui c'est que ces lutteurs-là parfois il y a des lutteurs même qui ont fait la case prison, donc qui sont des anciens délinquants qui ont réussi à s'insérer dans la société, mais qui ont une foule et qui les influencent. Donc ça, c'est l'explication en quelque sorte par rapport à ce phénomène qu'on rencontre. Parce qu'en fait, comment ça se manifeste cette violence? La plupart du temps, les lutteurs, lorsqu'ils vont dans des face-to-face ou alors lorsqu'ils vont à l'arène, ils drainent une foule, ils ont ce qu'on appelle un cortège. Et c'est dans ce cortège-là que certaines personnes mal intentionnées profitent pour faire des agressions, pour faire du vol, etc., etc. Donc ça, c'est une des premières causes et l'explication de cette violence dans l'arène. Monsieur Ibrahim Diom, est-ce que vous partagez l'avis que Claude a? Bon, c'est vrai qu'il y a l'aspect pauvreté qui est un facteur plus que toujours déterminant. Et je crois que, bon, aussi, il y a l'aspect aussi l'héroïsme. Et si, bon, là aussi, il y a l'aspect éducation, comme vous le dites. Oui, je crois que, bon, peut-être très tôt, ce sont quand même, bon, on est dans un monde où la majeure partie ont très tôt délaissé les bancs, l'école. Et maintenant, ils ont pris leur propre voie et ils se sont battus pour réussir dans la vie. Et dans cette réussite-là, bon, ce sont des self-made men. Qui ont enduré, qui se sont battus à la guerrière pour réussir. Et dans cette réussite-là, bon, peut-être ce qu'on peut dire, ça veut dire que l'aspect psychologique et l'accompagnement qu'il devait y avoir pour vraiment une stabilité et avoir un self-control de cette masse-là, bon, quand même, bon, de cette jeunesse-là, bon, on voit constamment que ça n'existe pas. Parce que bon, l'essentiel, là, quand il y a toujours quand même des jeunes qui ont délaissé l'école, ça veut dire que leur éducation s'est arrêtée à mi-chemin.
Et lorsque l'éducation s'arrête à mi-chemin, maintenant, ça veut dire que maintenant, tu deviens, quand même, tu crées ta propre ligne de conduite. Et en créant ta propre ligne de conduite, ça peut être une ligne de conduite qui n'est pas totalement en phase avec quand même, les interdits de la société et tout ça là. Mais toi, bon, ta vision, c'est de réussir, coûte que coûte de réussir. Quels que soient quand même bon, les obstacles, bon, tu te bats pour réussir. Et là, donc, il n'y a pas de règles. Oui. Et ça se voit toujours, comme vous l'avez si bien dit, dans les milieux défavorisés. Oui. On voit que chacun se bat pour réussir. Et bon, donc on ne trouve pas quand même de paramètres normaux par rapport à la réussite. Mais est-ce que issu de milieux défavorisés, arrêter l'école en mi-chemin, est-ce que cela doit pousser les gens à verser dans la violence? Je pense que c'est en fait c'est des Est-ce que c'est pas aussi question d'éducation aussi? L'éducation, ça joue aussi, parce mais que nous, on est tous issus de milieux défavorisés. 90% des Sénégalais, mais ça ne veut pas dire que ça rime avec la violence. En fait, parfois, tu peux aller dans ces zones-là, comme Monsieur Jom vient de le dire, c'est que des gens qui arrêtent l'école très tôt, c'est parce qu'il y a aussi une responsabilité des parents qui démissionnent de leur devoir ou de leur mission en quelque sorte. Et quand des enfants sont délaissés à leur propre vouloir à bas âge, bah, forcément, ils vont aller dans un chemin qui n'est pas le meilleur pour eux, qui n'est pas le meilleur pour leur avenir. Et donc, c'est la facilité, l'argent facile, la délinquance, le vol, l'agression, la drogue, etc., etc. Donc, il y a une faute aussi à donner aux parents sur l'éducation, etc. Et de plus en plus, on voit la violence lors des face-to-face. Déjà, les lutteurs, leur langage, c'est un peu violent, mais surtout les musiciens qu'on invite lors des face-to-face, parce que même leurs chansons, ça rime avec la violence. Par exemple, Dagda Sayaram, Roch Jam. Donc tout ça, c'est des langages qui peuvent exciter les supporters ou bien même le lutteur à aller vers la violence. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour éviter ces genres de chansons lors des face-to-face? Bon, je crois que donc c'est quelque chose là où le langage un peu quand même bon, je dirais pas vulgaire, mais non contrôlé. Ça veut dire que parfois on voit des gens qui ont quand même des propos vraiment désobligeants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on dit qu'on doit rééduquer tout le monde. Et vous le voyez, c'est pas seulement dans la lutte. Hein. On parle de la lutte, mais aujourd'hui, vous voyez le nawetan. Et chaque fois que ces jeunes sortent du nawetan, toutes les rues, il y a quand même des agressions et tout ça là. Ouais. Donc, c'est pas la lutte. C'est tout à fait général concernant la jeunesse. Donc maintenant, bon, peut-être là, les solutions à ça, ça veut dire qu'on parle de pauvreté. C'est vrai qu'actuellement, on est tu vois que parfois des jeunes dans une famille qui ne parvient pas à en tirer les ficelles, et chaque fois, on voit que les gens deviennent plus agressifs. Et chaque fois, tu vois quand même aujourd'hui, c'est une société quand même bon, qu'on a beaucoup à refaire. Et on le constate dans les ménages. Maintenant, ça dépasse un niveau. Vraiment que maintenant, il faut sortir pour extérioriser maintenant cette mélancolie et tout ça là. Et ils le font au niveau là où ils se rencontrent en masse. Que ce soit les stades ou quelque part où il y a rencontre entre jeunes. Et maintenant, chaque fois, c'est ça qui amène la violence. Quand tu vois deux parties qui sont côte à côte, ils se lancent des flèches. Et finalement, quand tu crois que ça sera dans un côté sportif, mais ça termine toujours par la violence. Parce que parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas le self-control, qui ne sont pas venus pour le sport et qui veulent quand même sortir tout ce qu'ils ont extériorisé, leur mélancolie. Et je crois que là, c'est un problème de société et ça demande beaucoup de, quand même, d'études psychologiques et psychanalystes. Ok.
Mais je pense que la violence n'est pas simplement du fait que ces lutteurs-là sont issus de la banlieue. Non, non. Si on voit bien, les anciens lutteurs, par exemple les Yekini, les Emerson, les Modlo, eux également sont issus de la banlieue la plupart du temps. Mais ils n'étaient pas violents. Mais seulement les lutteurs d'aujourd'hui n'ont pas de repères. Même vient de Joal aussi. Voilà. Même pas de Dakar. Seulement les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de repères. Bombardier vient de Mbour. Exactement. Ils sont même pas de Dakar. Voilà. En plus, il y a le fait que ils utilisent ces formes de violence pour soulever les masses derrière eux. Et pour une fois que leur combat soit organisé, que un nombre important du public puisse assister à leur combat. Je pense que certains propos se tiennent pour drainer du monde derrière. Il y a cet aspect-là. Mais après tout cela, je pense que le CNG a son rôle dans ça. Je crois qu'il y avait à certains moments où des mesures ont été prises. Quand même, et la violence avait quand même un peu baissé. Oui, mais c'est Et maintenant, je crois que, bon, peut-être comme vous le dites, l'avenir va nous édifier avec la fédération qui sera là et la responsabilité des acteurs. Je crois que c'est pourquoi, à notre niveau, déjà avec Manga, le staff de Manga, on travaille là-dessus. Et je crois qu'il faut associer tous les acteurs de la lutte. Et non seulement, et puis revoir comment restructurer la lutte et quelles sont les sanctions à prendre qui vont quand même apporter quand même des changements de comportement auprès des lutteurs et tout le monde. Je crois que chacun a sa part de responsabilité. Je crois l'écurie a sa part, les managers ont leur part, le lutteur a sa part et les supporters ont leur part. Et je crois que quand on continue sans pour autant qu'il y ait quand même des règles qui régissent la lutte et qui combattent la violence, mais on l'a vu dans le football avec le hooliganisme. Ok. Jusqu'en 85 avec un stade et des morts. Mais je crois que là, ils ont pris des mesures qui ont eu à quand même éradiquer ce fléau. Et je crois que là, nous aussi, on a l'expérience. On a quand même tiré les leçons de du passé. Et je crois que maintenant, avec tout ce qui concerne comme la coalition Manga, on a déjà préparé et on ne va pas se limiter là. Parce que si on dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est la pauvreté, mais il faut amener des solutions qui vont combattre la pauvreté. Et là, déjà, on est partant. Il ne faut pas qu'on se limite seulement à la lutte, mais il faut aussi financer ces jeunes-là. Qu'il y ait des activités économiques, comme tout le monde, qui se lèvent le matin pour aller travailler. Et là, je crois que si tu commences à travailler, tu es plus conscient et tout ça là. Et il faut aussi dans les écoles des programmes de formation. Et non pas seulement, on ne va pas aller seulement parler de formation académique ou quelque chose comme ça, mais aussi les former dans les compétences de vie. Ça veut dire qu'est-ce que c'est une valeur? Les inculquer des valeurs, mais les former. Mais aussi, tantôt vous avez dit on doit sanctionner, mais est-ce que au préalable on ne doit pas sensibiliser d'abord la jeunesse avant de sanctionner? Mais parce bien que sûr. J'ai l'impression qu'on est en train de subir. On est en train de subir et on n'a pas encore trouvé la solution par rapport à cette violence. Non, je crois que si tous les acteurs se réunissent, on essaie de se faire ressortir tous les problèmes et les mettre sur la table. Et quand les problèmes sont là, maintenant chaque problème avec sa solution. Et maintenant les solutions regroupées vont nous permettre maintenant de voir comment il faut les articuler, il faut les mettre en plan d'action et tout ça là. Et avec les plans d'action et tout ça là, maintenant comment réaliser et comment faire le suivi et tout ça là. Je crois que c'est ça. Mais on n'a pas intérêt à sanctionner des lutteurs ou qui que ce soit. Mais l'essentiel, ça veut dire que dans chaque chose, chaque organisation, s'il n'y a pas de règles, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de laxisme venant du CNG aussi? Parce que tu vois des lutteurs qui ont été condamnés, après tu les vois la saison prochaine à avoir un combat. C'est-à-dire, entre guillemets, qu'ils ont un casier judiciaire vierge pour pouvoir lutter, ou bien avoir une licence pour lutter. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de laxisme par rapport au CNG? Bon, je crois que, je ne peux pas dire un laxisme. Ça veut dire que, peut-être
la lutte a quand même, bon, je dirais quand même, sa sociologie un peu différente des autres sports. Et ça veut dire que, bon, donc, la mission du CNG, c'était simplement d'accompagner les acteurs de la lutte. OK. Dans le management de cette discipline. C'est pourquoi ça a un peu enduré. Et depuis longtemps, les lutteurs maintenant se disent assez responsables, assez capables de gérer leur fédération. C'est pourquoi, raison pour laquelle il y a la coalition Manga où la majeure partie sont des lutteurs. Et ils disent qu'on en a assez. On a les aptitudes, les compétences pour gérer une fédération de lutte. OK. Mais là, maintenant, peut-être maintenant, il n'y avait pas des assises sur la lutte. Mais la coalition Manga pense aux assises de la lutte. Parce que je pense qu'on a eu à organiser les assises de la lutte, hein, au temps de Anoussar. Avec Matarba. Si, on a eu à organiser les assises de la lutte. Mais c'était pour passer du CNG à la fédération. C'est ça. Okay. Mais maintenant, donc, lors de ces assises de la lutte, tous les acteurs sont là. Et on va discuter pour qu'est-ce qu'il pourrait faire fonctionner la fédération et qu'est-ce qui peut amener le développement de la lutte. Et dans ce contexte-là, bon, ce qu'on aura, tous les acteurs vont contribuer. Et je crois que s'il y a un engagement populaire et quand même une implication de tous les acteurs, que ça soit, personne ne soit laissé en rade. Ça veut dire le manager, le lutteur, les supporters, ça veut dire les amateurs de lutte, aussi l'État, et aussi les promoteurs, et tout ce qui tourne autour de la lutte. Ça veut dire que là, je dirais, bon, si on a tous ces acteurs-là, on organise des séminaires pour travailler là-dessus. Et maintenant, on finalise en sortant des solutions vraiment qui vont contribuer à l'éradication. Peut-être, là, la coalition Manga ne se limite pas sur le côté sport seulement. Nous, on dit qu'on va chercher des lignes de crédit jusqu'à 2 à 5 milliards pour financer ces jeunes. Qu'ils aient de quoi s'occuper. Mais on ne peut pas laisser un jeune qui va à sa maison, qui n'a rien que l'espoir, il se lève, il n'a rien à faire. Donc, ce jeune-là, tu ne peux pas lui dire de ne pas être violent. Parce que parfois, l'échec de sa vie, il vient l'extérioriser dans les stades. Chaque fois qu'il y a un événement, il vient, il ressort quand même ce mécontentement, cet échec-là qu'il ressent en lui. Donc, raison pour laquelle on va continuer quand même à exploiter toutes les pistes. Mais est-ce que cette violence est seulement causée par le manque de travail ou le manque d'occupation des jeunes? On voit par exemple les cas de violence qu'on a notés ces derniers temps. Ce sont des jeunes lutteurs, des jeunes gars qui touchent des millions de francs CFA. Donc ces gens-là ne manquent pas de quoi faire. Ils ne manquent pas d'occupation. Donc est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation, un problème de fair play, autre qu'un problème de manque de travail ou d'occupation? Bon, pour revenir là, c'est très simple. C'est un sport. Et je crois que quand tu es un professionnel de la lutte, tu gagnes des millions, tu dois changer ton comportement. Exactement. C'est obligatoire. Un joueur professionnel prend un joueur de footballeur. Il est soumis à des conditions. Exactement. Un lutteur professionnel aussi est soumis à des conditions. Soit qu'on laisse, comme vous l'avez dit, ça veut dire qu'il y ait quand même un laxisme. Mais s'il n'y a pas un laxisme, il y a le règlement qui est là. Et le règlement, il faut le partager et quand même de manière à ce que tout le monde s'en approprie. Ça veut dire que le lutteur doit savoir quel est le règlement de la lutte. Le supporter le savoir et tout ça là. Et quand tu fais telle faute, c'est ça qui va subir. Et sans sentiment. Parce que quand actuellement, on essaie de voir... Donc c'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être le laxisme au niveau du CNG, parce que qu'est-ce qu'on te dit? C'est un soutien de famille, on ne peut pas retirer sa licence, on doit le laisser lutter. Malgré tout ça, il y a aussi la violence qui continue. Non, je crois que il faut que tout le monde respecte les règlements. C'est tout ça. À commencer demain avec la coalition Manga. C'est Manga en tant que président qui doit respecter premièrement la mission qu'on lui a assignée. Tous les autres membres du staff aussi ont pris des engagements. Les lutteurs ont pris des engagements.
les managers ont pris. Et chacun aura sa feuille de route. Et je crois que si chacun respecte sa feuille de route, il n'y aura pas de violence. Parce que quand tu quand même sors de ta logique, là, automatiquement, la sanction va suivre. Dans tout ce qui fonctionne dans le monde, que ce soit le football, toutes les disciplines, il y a quand même des règlements, un règlement qui est en place. Ce qui reste, il faut que tout le monde sache que ce règlement, je n'échappe pas au règlement si je flanche. Mais ce qui est un peu bizarre, il y a les règles, il y a le règlement comme vous l'avez dit, mais néanmoins on sanctionne, mais il y a la violence qui est toujours là. Justement, je suis pas d'accord, Nekoumba, on ne sanctionne pas. En fait, le problème, il faut savoir situer les responsabilités. Le CNG de lutte a une part de responsabilité dans tout ça, parce que tu as parlé de laxisme, mais je vais au-delà de ça. En fait, le CNG, dans son règlement, comme le dit tout de suite Monsieur Diom, en fait, l'article 27 dit quoi? La licence du lutteur peut être retirée, donc à tout lutteur frappé d'une sanction pénale privative de liberté. Et seulement après avoir accompli sa peine, il a la possibilité de demander au CNG donc qu'on lui redonne sa licence. Et ça, c'est à l'appréciation et seulement du CNG. Et il y a un autre point aussi, parmi les missions, vous avez parlé tout à l'heure des missions du CNG. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire avec le masla, comme on dit. Avec le masla, donc ça, c'est un problème de respect des textes. Et il y a aussi l'autre partie, c'est que parmi les missions, l'arrêté du 31 octobre 2024 portant nomination du dernier bureau du CNG, pas celui qui a été prolongé, mais le premier bureau 2024. Parmi les missions, il y avait la mission de promouvoir l'insertion et la formation professionnelle des lutteurs. Donc, si aujourd'hui le CNG n'assure pas sa mission, derrière, si ces acteurs donc sont sujets à des violences, c'est une partie à cause du CNG. Parce que aussi, on a vu donc dans le mandat actuel du CNG des lutteurs qui ont porté des coups pendant des face-to-face à leur adversaire, donc qui font de la violence. Donc un lutteur qui fait de la violence, ses supporters vont se dire nous aussi on va se battre, on va aller asséner des coups. Donc c'est une agression physique sur l'intégrité des personnes. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? On attend d'abord que le lutteur fasse son combat parce que monsieur a un contrat à respecter et ensuite on dit on va sanctionner. Non, on le convoque, on le sermonne, on lui rend sa licence et il peut continuer tranquillement. Et ça, toute la saison, plusieurs lutteurs, c'était pareil. C'est-à-dire, on laisse faire, il y a des enjeux pour le promoteur de millions, etc. Tout le monde veut voir le combat. Donc, on laisse faire le combat. Juste après, voilà, on fait genre un petit tour de table avec lui. On le convoque, on lui dit, il n'y a pas de sanction en fait. Les sanctions ne sont pas respectées, les textes ne sont pas respectés. Et c'est au manager de faire connaître les textes aux lutteurs. Ça, c'est la responsabilité des managers. Je voulais savoir quelles sont, en fait, vos solutions concernant les textes du CNG et le statut des managers et la violence. Bon, je crois qu'il y aura des séminaires qui seront organisés avec les managers, les lutteurs et tout ça, là. On ne va pas se limiter. Parce qu'on ne peut pas parler tant que la bonne information n'est pas bien diffusée et bien appropriée. OK. Je crois qu'aujourd'hui, si on parle de développement de la lutte et internationaliser la lutte, ça veut dire qu'il faut qu'on éradique la violence pour permettre à tout le monde de pouvoir aller supporter dans les stades et vivre tranquillement et en toute fierté son sport favori. Donc, raison pour laquelle... Excusez-moi, M. Diom, vous avez dit éradiquer la violence. Oui. C'est-à-dire zéro violence. Zéro violence. Comment réussir ce pari-là? Zéro violence dans l'arène avec ce sport qui est un peu traditionnel quand même. D'accord. Donc, parce qu'on va catégoriser la lutte. Parce qu'aujourd'hui, si vous le voyez, ça veut dire que... Avec frappe ou bien? Non, bon, ça veut dire que la lutte avec frappe, ça sera la Super League, comme vous le voyez dans le championnat européen et tout ça là. On va laisser la Super League. Parce que la Super League est proche du MMA. Vous voyez, à part le karaté qui n'existe pas dans la lutte avec frappe, tout le MMA, c'est la boxe, la lutte, et le judo, et tout ce qu'il y a comme discipline de combat. Mais si vous catégorisez la lutte avec frappe, c'est comme si vous allez dénaturaliser c'est ce que je dis. La lutte avec frappe, ça veut dire c'est Super League. Ça veut dire on laisse ça aux promoteurs. D'accord. Mais il y aura d'autres compétitions qui vont exister, comme la ligue amateur, ligue professionnelle, où il y aura une lutte bien quand même normée. Et ça,
pour préparer les jeunes lutteurs. Parce que ceux qui seront dans la Super League, ça veut dire que c'est une ligue qu'on va laisser aux promoteurs pour qu'ils puissent continuer le modèle qui existe actuellement. OK. Mais maintenant, même lors des face-à-face, on compte apporter beaucoup d'innovation. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple aujourd'hui. Bon, comme étant donné que la lutte est multisport, dans une écurie où il y a 100 lutteurs, et il y a un seul qui se présente, mais les autres ont besoin de s'extérioriser leur force. Donc, il y aura de l'athlétisme entre écuries. On va voir, par exemple, on sort 10 athlètes partout et partout. On va voir les meilleurs. On fait une notation. On prend aussi la boxe. On prend des combats de boxe. On va voir les meilleurs sur les deux écuries. On va faire aussi le marteau. Comme vous voyez, le bras de fer. Le bras de fer, comme ça, pour qu'ils extériorisent tout ce qu'ils ont. Mais attends, mais si vous allez, mais je ne suis pas un peu d'accord avec vous. Avant de venir maintenant à notre discipline. Parce que si vous dites que vous allez dans les écuries, oui. Vous allez choisir par exemple des gens qui vont faire les compétitions de bras de fer ou bien d'athlétisme. Oui. Le lutteur, lorsqu'il va dans une écurie, c'est pour pratiquer son sport favori qui est la lutte. Donc, exactement. Il ne peut pas faire de l'athlétisme en lutteur alors que lui, il veut pratiquer la lutte. Exactement. Ce que je vous dis, ça veut dire que la lutte, dans la lutte, on trouve tous les sports. Et aujourd'hui, tu fais la boxe. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir dans une écurie 200 personnes qui veulent réussir. Seulement, il y en a une dizaine qui réussissent. Dans la lutte. Oui. Et mais maintenant, les autres qui restent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont tenter leur chance. Être toujours derrière. Seulement, peut-être la fédération, si vous venez, la fédération peut organiser des tournois pour ces gens. Des Olympiades. Ça veut dire qu'on organise des Olympiades pour montrer qu'au niveau de la lutte, il y a tout un potentiel qui est là, qui peut servir tous les autres sports. Mais ça ne veut pas dire que nous conservons notre lutte. Je pense qu'il est préférable de nouer des partenariats avec les autres. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Oui, parce qu'on veut que le jeune qui s'entraîne toute la semaine, qui vient et ne fait pas la lutte, c'est un seul qui fait la lutte. Mais ces jeunes-là, au minimum, tu les amènes à des compétitions. OK. Même si sportifs. Ils peuvent lancer le javelot, le poids. Et à la longue, ça veut dire qu'il est polyvalent. C'est un sportif polyvalent qu'on veut créer. Et qui est capable de gagner sa vie en athlétisme internationalement, qui est capable de gagner sa vie en boxe internationalement, qui est capable de gagner sa vie en lutte internationalement. Oui, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas regorger autant de jeunes qui veulent réussir, alors que la réussite n'incombe que le minimum parmi eux. Et le reste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ça encombre la violence. Mais M. Diom, par rapport à cette idée, le problème c'est que quand vous parlez de Super League, ça va concerner les promoteurs et donc la niche de lutteurs qui profitent des millions, qui ont des grands combats et qui ont une popularité. Maintenant, eux, ils ont toujours cette foule qu'ils drainent donc, avec leur cortège lors des combats. En quoi ça va éradiquer cette violence puisqu'il y a toujours cette foule qui les suit, qui vient de leur quartier? D'accord. Parce que dans notre programme, ça veut dire que aucun lutteur maintenant ne restera analphabète. Dans tous les écrits, il y aura des classes d'alphabétisation. Mais il y a des lutteurs qui ne veulent pas voir. Non, attends. C'est une logique. Ça veut dire que la personne, tu discutes avec. On parle de développement personnel, c'est quoi? C'est inculquer à la personne des valeurs et des interdits. OK? Ça veut dire que on les forme en développement personnel comme toute personne parce que la formation psychologique est très importante. OK? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on les forme en compétences de vie, en leadership et tout ça là, parce qu'ils sont appelés demain à être des leaders. Il ne faut pas qu'on pense que le lutteur doit se réserver seulement au sport de combat. Il y a l'après le sport de combat. Si Manga n'était pas un intellectuel aujourd'hui, Manga ne va pas positionner à la présence. Manga, c'est un intellectuel, en même temps un lutteur. Mais il a eu une éducation de base. Mais aussi, il faut maintenant s'ouvrir cette éducation de base, alphabétiser tous les lutteurs, que chacun sait lire, écrire et défendre ses intérêts.
Ouais. D'où la mission du CNG, formation professionnelle. Exactement. Et maintenant aussi les former au métier et les financer. Ça veut dire que tout ce qui manque, parce qu'il n'y a pas une catégorie de jeunesse. La jeunesse, c'est la même jeunesse. C'est la jeunesse que vous trouvez dans les stades de football, c'est cette jeunesse que vous trouvez au niveau de la lutte. Et c'est cette jeunesse que vous trouvez au niveau des partis politiques. Pourquoi faire une distinction entre cette jeunesse? Il n'y en a pas. Donc il faut former la jeunesse. Mais la fédération de lutte maintenant, avec la coalition Manga, va s'engager à faire de telle sorte qu'il n'y aura plus... Tous les lutteurs sont des intellectuels. Ils auront des discernements. Et là, on se prépare à ça. Et là, la fédération prendra toutes les mesures qu'il faut pour que la violence cesse dans les arènes. Donc, on va les accompagner, discuter avec eux, qu'est-ce qui gangrène cette violence, comment l'éradiquer, et chacun n'a qu'à essayer quand même d'apporter ses propres solutions. Ok, vous avez de très beaux projets, mais où est-ce que vous avez trouvé tous ces moyens-là? Parce que alphabétiser tous les lutteurs, ça demande énormément de moyens, Là, tantôt, je vous ai entendu parler de 5 milliards pour pouvoir financer quelques projets. Maintenant, pour le reste. Bon, je crois que alphabétiser, ça ne demande pas beaucoup de moyens comme vous le pensez. Les enseignants, vous allez les payer. Non, attends. Déjà. Actuellement, les lutteurs s'entraînent dans les écoles de lutte. Dans les écoles. Qu'on avait interdit. Non, mais attends. Maintenant, peut-être, quand on va négocier, ça veut dire qu'après les heures de cours, à partir de, par exemple, 18 heures ou quelque chose, si on a des écoles, là où ils peuvent quand même venir se former jusqu'à 19 heures et voir là où quand même ils s'entraînent avec des projecteurs et tout ça là, bon, appuyer les écuries. Parce que aussi, quand tu veux, quand même, il y a un plan de développement de la lutte qu'on va mettre en place. Et un plan de développement pour l'objectif, c'est 2030. D'ici 2030, il nous faut combien de milliards pour développer la lutte? C'est ça un plan. Et quelles sont les activités et les projets qu'on va mettre en place? Ce plan-là va exister. Ça veut dire qu'une fédération sans un plan de développement ne peut pas réussir. Ça veut dire que si vous voyez le Sénégal, c'est une entreprise. La Fédération sénégalaise de lutte sera une entreprise. Et il va quand même faire tout pour porter les petites entreprises qui sont les écuries et les autres acteurs. Donc, raison de plus, on va chercher les partenaires, les lignes de crédit. Il y aura des banques et tout ça là. Si vous êtes fiable, les écuries vont avoir des projets agricoles, des poulaillers, de l'embouche, et des exploitations agricoles. Mais est-ce que votre projet d'alphabétisation est une garantie pour éradiquer la violence dans l'arène? On peut être instruit, suivre toutes les classes à l'école française et à la fin ne pas être discipliné. On peut être là aussi. Exactement, oui. Non, mais il y a une chose qu'il faut retenir. Nous qui sommes instruits, bon, aujourd'hui, on ne peut pas tolérer que nous fassions des actes de vandalisme. OK? Pas forcément, on peut être instruit. Non, on est conscient de ça. Parce que ça veut dire qu'on ne nous considère pas comme des ignorants ou des innocents. La loi va taper sur nous. Et ça, oui. Donc, l'essentiel, passons à cet acte-là. Conscientiser tous les lutteurs, sensibiliser et les informer que si vous continuez tel acte, c'est ça qui va suivre, ou que vos carrières, vous pouvez perdre votre carrière. Mais quand on laisse un joueur dans le terrain, briser les jambes de tous les jeux. Et s'il n'y avait pas le carton jaune ou le carton rouge, si l'arbitre ne gère pas cela, auparavant dans la lutte, il n'y avait pas quand même le VAR. Aujourd'hui, il y a le VAR dans la lutte. Ça veut dire que le monde de la lutte et le sport se développe. OK. Donc maintenant aussi, c'est ça. Il faut voir que la lutte n'est pas un sport particulier. La lutte, c'est un sport comme les autres et qui doit se développer. Mais qui a sa particularité aussi, parce qu'il y a le musique qui est là-dedans. Une place très importante. Non, là, vous parlez l'aspect culturel
qui est quand même un patrimoine sénégalais. Est-ce que oui? Parce que cet aspect culturel, on va le préserver. Est-ce que oui? C'est ce qui donne quand même, qui crée la différence entre la lutte sénégalaise et les autres luttes. Oui. Mais l'essentiel, ça ne veut pas dire que tu es mystique, que tu gagnes tous tes combats. Mais est-ce que votre président aujourd'hui est prêt, ou votre parti, si vous gagnez les élections, à retirer la licence d'un lutteur qui commet une infraction pénale? Qui a été condamné. Ouais. Voilà, qui commet une infraction alors qu'il est sous licence du CNG ou de la Fédération de lutte. Bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que quand il s'agit que c'est le règlement de la fédération qui quand même résiste là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sentiment. Mais la question c'est, est-ce que votre règlement Mais bien sûr, le prévoit déjà? Parce que actuellement, on veut aller au consensus. On est là pour tout le monde. Mais il faut que tout le monde s'implique et s'engage. Et maintenant quand le lutteur s'engage et signe, parce qu'on ne peut pas te donner la licence tant que tu ne signes pas. Hein? Tout le monde signe. Et on vous fait des séminaires sur ce qui peut t'arriver. Et là, vous partagez le séminaire, vous reconnaissez que maintenant vous maîtrisez le règlement, mais on n'aura plus besoin de vous pardonner, parce que vous le faites sciemment. Donc je crois qu'il faut encore former les lutteurs à une bonne maîtrise des règlements de la lutte. Et je crois que si on parvient à réussir cela, je crois qu'il n'y aura plus de violence. Parce que aujourd'hui, on te sanctionne, ça veut dire qu'on peut te même faire sortir de la lutte, rayer de la lutte. Radier de la lutte. Oui. Ça, c'est l'extrême. Hein? Oui. Ça veut dire que mais il faut qu'il le maîtrise et qu'il le signe. Les lois, ce sont nous qui les rédigeons. Absolument. Mais moi, quand je rédige une loi et je signe, ça veut dire que si demain je fais quelque chose à l'encontre de cette loi-là, ça veut dire je suis volontairement, c'est quelque chose qui est volontaire. Et quand c'est volontaire, il n'y a pas de pardon. Quand il y a pardon, ça veut dire que tu le fais à des innocents. Chaque fois tu peux aller, on te dit non, je ne l'avais pas bien maîtrisé, c'était un truc. Mais cette fois-ci, toutes les règles sont maîtrisées et chaque lutteur aura quand même le règlement à sa disposition. Mais il y a un problème, c'est que les règlements dont vous parlez, en fait, il y a un interlocuteur entre les lutteurs et le CNG qui est le manager. Parce que justement, beaucoup de lutteurs ne sont pas instruits ou ne sont analphabètes. C'est la raison pour laquelle il y a cet interlocuteur. Mais le statut même du manager dans la lutte sénégalaise pose problème. On en avait parlé. Mais il y a même des managers qui ne savent ni lire ni écrire. Bon, ils ont une centaine de lutteurs je crois que dans toute chose, dans toute organisation, il doit y avoir un statut pour les lutteurs, un statut pour les managers, un statut pour les promoteurs. Mais c'est pas n'importe qui doit être promoteur. C'est pas n'importe qui doit être manager. C'est pas n'importe qui doit être lutteur. Il y a des conditions préalables. Vous avez prévu des choses pour ça? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je vous dis que les statuts seront revalorisés. On va tout revoir. Mais avec tous les acteurs. Ça veut dire que c'est pas demain la coalition Manga prend la fédération de lutte. Ça veut dire que cette coalition-là va discuter avec les acteurs. Ensemble, nous ferons tout. Ça veut dire qu'on va corriger là où le mal blesse. Ouais. Ça veut dire que sans inclusion, ça veut dire de manière consensuelle. Parce que si tout le monde s'engage à dire qu'il n'y aura plus de violence dans la lutte, les lutteurs s'engagent, les amateurs s'engagent, tout le monde s'engage, mais il n'y aura plus de violence. Mais il faut cet engagement, que ça soit acté. Mais si les fauteurs de troubles ne sont pas engagés, c'est-à-dire dans le public, s'il y a des gens qui il y a le lutteur, il y a les supporters et autres. Donc c'est une chaîne, la exactement, violence. C'est une chaîne. La plupart du temps, ce sont les supporters qui provoquent la violence. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais ce que je peux vous dire, dans chaque groupe, il y a des leaders. OK? Et je crois que former les gens en leadership et en développement personnel, ça veut dire qu'on va coopter dans chaque écurie les leaders de l'écurie, les leaders des amateurs et les former.
Ça veut dire que quand tu es leader, quand tu es devant, tu guides ton groupe. Oui. Mais quand tu es passif, le groupe devient passif. Oui. Ouais, donc, on ne peut pas former tout le monde. Mais on va cerner les leaders au niveau des groupes des supporters et tout ça là. Et c'est à eux maintenant de donner leur mot d'ordre à chaque combat. Ouais. Mais je crois que là aussi, comme je te l'ai dit, on va créer des préoccupations à ces jeunes-là. Ouais. Et maintenant voir comment partager équitablement les retombées de ces projets et programmes qu'on va créer pour ces jeunes. Okay. Ouais, c'est ça. Je crois que si c'est ça, et chacun ne dira plus que maintenant, bon, on n'a pas pris compte de ma personne, Oui. mais chacun se sent inclus. Je crois qu'on peut réussir le pari de la non-violence. Donc, à vous entendre parler, M. Diom, donc pour parer à cette violence-là, si vous allez miser, ou bien la coalition Manga va miser sur la formation. Bien sûr, il y a la formation, il y a l'éducation. Donc, c'est les deux trucs qui vont permettre de bouter la violence hors des arènes. Et le financement des jeunes aussi, les projets des jeunes, acteurs de la lutte. Ouais. Et même bon, dans notre finalité. C'est un gros travail, hein? Non, bon, l'essentiel. Il y a un gros chantier qui vous attend alors. L'essentiel derrière la coalition Manga, il y a des experts en développement qui sont là. Bon, Manga, c'est quelqu'un qui a eu quand même, c'est un personnage emblématique de la lutte sénégalaise, qui a un parcours atypique. Et il fait partie des premiers intellectuels de la lutte sénégalaise. Suivi des Khadim Gadiaga et autres qui étaient étudiants et tout ça là. Après ça, il y a des lutteurs policiers et tout ça là. Mais Manga était un professeur d'éducation physique. Hey, il a eu son diplôme de BFM dans les années 70. À l'époque, c'était le niveau supérieur. Et il était professeur d'éducation physique. Après moniteur de sport au niveau de la police, à partir de 87 jusqu'à sa retraite. Et il était inspecteur de police. Donc c'est un intellectuel dans la lutte et il a eu à donner quand même à la lutte quand même sa notoriété. Et suivi de ces jeunes, comme vous voyez, Tafa Gueye, qui a eu aussi à révolutionner. Après, il y a eu Tyson qui est venu, après Balagaï, après aujourd'hui, les Emerson, les Modelo et tout ça là. Maintenant, la lutte a une autre dimension, une dimension même internationale. Et là, cette dimension internationale-là, quand tu portes le game et que tu es quand même un intellectuel, tu es plus approprié pour vraiment défendre quand même les intérêts des lutteurs. Et cette violence-là, vous pensez qu'eux, ils n'avaient pas de supporters? Si, les mangas ont eu quand même à lutter et tout ça là. Peut-être qu'il y avait la violence, mais c'était d'un niveau secondaire. Actuellement, quand même, ça a quand même eu à prendre des portions. À cause aussi des réseaux sociaux aussi qui ont contribué. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, dans notre langage, toujours, on a tendance à se lancer des fléchettes. Exactement. Et c'est le langage sénégalais même. Et cette jeunesse-là s'inspire de Internet et tout ça là. Ça veut dire que tu vas jusqu'au des classicos. Ça veut dire que la lutte entre les écuries, ce n'est plus seulement entre des petits clubs, mais des grands clubs. Des derbies. Oui, des classicos Guédiawaye Parcelles, ainsi de suite. Des classicos Thiaroye Pikine ou quelque chose comme ça. Mais donc, on va réorganiser et décentraliser la lutte. Je crois que si on décentralise, donc la masse qu'il y avait au niveau de la région de Dakar, là, va diminuer. Et je crois que maintenant, on pourra, dans notre objectif, le plan de développement de la lutte qu'on compte mettre en place d'ici pour l'objectif 2030, il y aura des arènes. On va installer des arènes. Hein. Bon, l'État nous a montré la voie avec l'arène nationale. Maintenant, il y aura d'autres arènes, au minimum 5 dans les autres régions. Et là, on veut que la lutte vraiment atteigne son apogée. Et là, je crois que le groupe qui est avec la coalition Manga est conscient de ça. Et quand on décentralise, et maintenant ça va faciliter parce qu'il y aura des projets et des programmes économiques pour les lutteurs. Et ça ne se fera pas à Dakar. Et ça se fera dans les régions.
Le constat que j'ai fait sur les programmes des candidats, c'est pratiquement le même programme partout. Hein. Ouais. On parle de décentralisation, de logements sociaux. Des arènes. Voilà, ouais, mais on dirait que c'est le même programme qui circule dans toutes les coalitions. Bon, donc ce que je vais vous dire en matière... Est-ce que c'est pas du copier-coller? Non, en matière d'idées. Ouais. En matière d'idées, bon, là, on a tous les mêmes idées. Exactement. Parce que on est tous des acteurs qui se rencontrent, qui discutent et qui connaissent les problèmes quand même des acteurs de la lutte. Mais tu sais, en matière de développement, je peux vous dire qu'on a eu la chance en tant qu'expert développement, proposer à l'État des programmes qu'il a eu à mettre en place, mais il n'a pas mis selon les stratégies qu'on pensait quand même qu'il favoriserait la réussite de ces programmes. Ça veut dire que c'est en matière de stratégie. On peut avoir la même idée, mais on n'a pas la même stratégie de mise en œuvre. Exactement. Comment le mettre en œuvre? Et c'est là où il y a la différence. Donc, nous allons aborder le dernier point, à savoir si toutefois Manga est élu président de la fédération, quels sont les premiers actes que vous allez poser? Déjà, vous nous avez déjà donné des solutions par rapport à la violence. Maintenant, pour le reste, les premiers actes que vous allez poser, si toutefois vous êtes élu président de la fédération. Bon, l'essentiel, il y a un pacte d'honneur qui va lier Manga avec l'écosystème de la lutte. Ça veut dire tous les acteurs de la lutte. Bon, dans ce cas-là, bon, peut-être il y a un programme rédigé en moins de 15 points. Le développement de la lutte, ça veut dire qu'on ne peut pas développer sans mettre un plan de développement de la lutte. Ça veut dire chaque entreprise a son plan. Le Sénégal même a son plan, Sénégal 2050. Exactement. La lutte aussi mettra en place un plan. Et ce que les gens ne connaissent pas, dans les plans, il y a plusieurs programmes. Exactement. OK. Le plan va prendre sur le plan social, qu'est-ce qu'on va faire pour les acteurs, comme les mutuelles de santé, bon, comme aussi faire imposer les retraites, comment quand même bon jouer sur la retraite et la santé des familles de lutteurs, l'assurance maladie et tout ça là, ça c'est côté social. Et l'éducation aussi des lutteurs. Comment les éduquer pour que vraiment qu'ils puissent être quand même des intellectuels au top. Intellectuel, le mot, est-ce que le mot n'est pas un peu... Non, c'est que intellectuel. C'est quoi intellectuel? C'est pas le fait de faire les bancs seulement qui est intellectuel, mais de savoir saisir des rapports, de les analyser et de comprendre le contenu et de pouvoir prendre une décision. C'est ça l'intellectuel. Mais aujourd'hui, au Sénégal, on parle des marabouts. On les prend comme des intellectuels. Ils n'ont pas faire les bancs, mais ils ont eu à apprendre. Apprendre quoi? Ça veut dire que tu vas apprendre le savoir, acquérir des connaissances et maintenant te former en tant qu'humain. Ça veut dire c'est ça le développement personnel. Psychologiquement, tu sais comment s'entretenir avec tes semblants en tant qu'être humain. Aujourd'hui, quand je dis qu'on va intégrer ces compétences, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je suis lutteur, comment je dois me comporter par rapport à Ndekumba? Comment je dois me comporter par rapport à Claude? Comment je dois me comporter par rapport à Hassan? Mais quand je sais comment je dois me comporter, mais là, maintenant, je deviens plus responsable. Et je crois que là, les marabouts que vous entendez, ils vous disent que après avoir appris le Coran et tout, je fais 10 ans à 15 ans de tazaouf. Je suis allé me cultiver spirituellement. Et mais ces lutteurs, mais le développement personnel, on l'apprend à tout le monde maintenant. Pourquoi eux aussi, on ne les apprend pas comment se comporter en tant qu'être humain? Donc ça, ce sont des cours qui prennent peut-être en 5 jours où tu peux les former. Qu'est-ce que c'est une valeur? Okay. Oui. Et comment prospérer une valeur? OK? Qu'est-ce que c'est le leadership? Et comment collaborer aussi en groupe? Tout ça là. Et quelle est votre responsabilité citoyenne? Parce qu'ils ont des responsabilités devant la nation sénégalaise. Ce sont des modèles. Ils doivent se mettre à la place des exemples, des repères, que tout jeune doit avoir la fierté de copier. C'est ça qu'on veut.
Donc, à part ça, deuxièmement, formation, éducation. Troisièmement, les compétitions internationales, on va aussi beaucoup s'impliquer. Soutien aux lutteurs, on prendra tout ce qu'ils ont besoin et voir les solutions dans le plan d'action, il y en aura. Promotion de la lutte féminine, il y en aura. Les infrastructures, comme je vous l'ai dit, il y aura des arènes au niveau national parce qu'on veut une fédération forte et autonome. On veut dépasser même les fédérations de football. Ils ont leur siège. Nous comptons aller au-delà même. Est-ce que la fédération a pour vocation de construire des arènes? Je pense que ça aussi, c'est l'État. Non, attends. Quand une fédération est autonome, c'est la fédération, ça veut dire que tu n'es pas autonome tant que tu reçois des subventions de l'État. Quand tu reçois des subventions de l'État, tu n'es pas autonome. Mais on va essayer de voir, apporter des solutions pour montrer que mais c'est sûr, l'État va subventionner. Mais le début, l'État qui subventionne. Bien sûr que le début, on a besoin, parce qu'on vient d'arriver. Mais on veut que d'ici 2030, la fédération soit assez Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous allez prendre l'argent dans vos caisses, vous allez construire des arènes, c'est à coût de milliards. Non, attends. Je suis désolé, mais avec ça... Connaître le sport international, attends. Okay. Le management du sport, c'est quoi? Mais tu cherches des partenaires internationaux qui sont intéressés par la lutte, qui sont prêts à investir dans la lutte. Vous en avez déjà? Mais on est sur la voie, on ne va pas beaucoup être exposé, mais quand même, on est sur la voie. Et quand on vous parle des financements 2 à 5 milliards, vous nous dites, mais on est sur la voie. On sait par quel chemin passer. Vous êtes sur la voie, alors que... Non, c'est des promesses. Non, on ne veut pas parler de promesses. Parce qu'aujourd'hui, le financement... Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de 5 milliards. Je pense que c'était déjà acté avec les partenaires. Non, on ne peut pas... Attends, un partenaire, ce qu'il peut, ça veut dire que tu lui soumets ton programme, il accepte le programme, il attend que tu sois à la quai pour s'engager. OK. C'est pourquoi je dis que pour le moment, on ne peut pas parler d'engagement tant qu'on n'a pas les devants. OK. Tant qu'on n'est pas élu. Oui. Maintenant, bon, les infrastructures, les partenariats, comme on l'a sait bien, parce qu'il faut savoir mobiliser des fonds. Parce qu'une fédération ne peut pas être autonome tant qu'il n'y a pas des fonds, ses propres fonds et qu'il puisse prendre ses propres décisions. Mais quand tu veux, par exemple, prendre une décision et acter quand même un financement, alors que tu n'as pas les moyens, mais tu es obligé de tendre à l'État. Et là, tu n'es pas autonome. Mais Monsieur John, oui? La plus grande fédération ici au Sénégal, c'est la Fédération sénégalaise de football. Oui? Néanmoins, il y a toujours l'appui de l'État qui prend en charge le voyage de l'équipe nationale, les billets d'avion et tout. Donc, si vous venez pour dire que vous n'aurez pas besoin de l'appui de l'État, là, ça pose problème. Mais attends, ça veut dire qu'en matière de fédération, tant que la fédération n'est pas autonome, ça veut dire que les fonds qui viennent à la fédération vont au Trésor national. La fédération de football, combien de fonds il a eu à collecter avec les Coupes du Monde et tout ça là? Ça devait développer le sport national. Hein? Mais ces fonds-là, quand ils viennent, ils vont où? Au Trésor. Trésor public. Ah, mais bien sûr, parce que la fédération n'est pas autonome. La fédération n'est pas autonome. La fédération est toujours sous la tutelle de l'État sénégalais. C'est pourquoi l'État a un point de vue. Ça veut dire qu'en Afrique, les fédérations n'acceptent pas d'être autonomes parce qu'ils veulent toujours la dépendance. Mais aujourd'hui, dans l'évolution du sport, les fédérations ont intérêt à devenir autonomes, à créer leurs propres fonds. C'est que la fédération sénégalaise a essayé, mais ça n'a pas réussi. Beaucoup de clubs ont essayé, mais n'ont pas réussi. Mais nous, aujourd'hui, derrière Manga, il y a des experts, je vous dis, et qui sont prêts à faire coûte que coûte et à l'accompagner pour la réussite de ces engagements. Oui. On va faire un dernier tour de table. Bon, donc, parce que, si vous permettez, je termine les points qui restent. Oui. La communication, la transparence et gouvernance. On va quand même une gouvernance transparente et en toute équité. Bon, développement des jeunes. Bon, il y aura beaucoup de choses. On va miser sur la jeune parce qu'on parle de violence. Et pour éradiquer, il faut quand même mettre de quoi accompagner ces jeunes-là, quoi. Quand même vraiment à tourner la page. Bon, sécurité sociale et santé, là aussi, je crois, c'est tout à fait normal. Bon, parce que quand tu es un lutteur
parfois on a vu beaucoup de cas, des lutteurs après des maladies et tout ça là n'ont pas pu aller se soigner. Bon, il fallait faire des quêtes et tout ça là. Je crois que déjà là, il faut qu'on essaie de voir comment se préparer sur ça. Les équipes nationales aussi, mieux les s'en préoccuper. L'arbitrage aussi, il y aura la formation. On va renforcer les capacités de tous les acteurs. Hein. On va former tous ceux qui ont besoin de formation, on va les former. Mais là, avec le plan de développement de la lutte, on va ressortir planifier tout ce qu'on a besoin pour développer la lutte. Ouais, c'est pas un seul jour, on va venir dire que c'est ça qu'on va faire, sans pour autant d'abord faire une étude au préalable. Donc, ce qu'on va faire avec la coalition Manga, il y aura des journées, des séminaires, d'études et tout ça là, et on va sortir un plan de développement de la lutte sénégalaise. Ok, je crois que pour tout ça là, le financement et l'évaluation est suivi. Parce que quand tu travailles, il faut savoir suivre et évaluer. Et là aussi, on tient à ça. Au suivi et évaluation des projets et programmes que la fédération de la coalition Manga aura à mettre en place. Et pour finir, il y aura la restitution. Même s'il le faut, après chaque 6 mois, on n'attendra pas la fin de l'année pour restituer. On va tenir des conférences de presse pour montrer la situation de la fédération et le partager avec les journalistes. Et comme ça, je crois que ça va nous permettre, suivant les plans, le PTA, le plan de travail annuel, de faire un plan de travail semestriel qui va permettre de corriger avant la fin de l'année. Parce que quand tu prends des engagements, il faut savoir toujours quel pas tu as mis en avant et qu'est-ce qui reste à être réalisé. Et si tu as des difficultés, comment corriger ces difficultés? Ça veut dire qu'on ne s'engage pas à l'aveuglette. C'est une fédération responsable et carrément pleine d'expertise que vous verrez avec la coalition Manga. Dernière question pour Claude et pour Hassan. Ma dernière question, ce sera, M. Diom, en fait, votre candidat était membre du bureau du CNG. Autant d'Alissar. Autant d'Alissar et comme conseiller. Voilà, et dernièrement en tant que vice-président. Oui. Mais pourtant, les missions du bureau dont il était membre, il y avait parmi ces missions la formation professionnelle dont vous parlez depuis tout à l'heure, l'éducation. Et donc, pourquoi en fait, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu des actions concrètes pendant qu'il était membre, même s'il n'était pas président, il était quand même dans le bureau. Oui. Bon, donc ce que je veux vous dire, je vais clasher quoi. Mais qui a la vision? C'est quelle vision? Hein? Quelle vision? Bon, je parle du Sénégal. Qui a la vision? C'est le président. Oui. Et qui doit exécuter? C'est le gouvernement. Oui. OK? Oui. Mais quand tu n'es pas président, tu n'es pas aussi quand même le responsable qui doit contrôler l'exécution. Bon, toi, tu ne peux que, comme vous l'avez si bien dit, c'était un comité temporaire qui était là pour régulariser la lutte. Qui avait des missions. Mais les missions sans les moyens. Parce que vous savez aussi, le CNG n'avait pas de moyens. Il dépendait de l'État. À part les cachets des lutteurs et tout ça là. Mais ça veut dire que ce ne sont pas des fonds qui permettent quand même à un comité de fonctionner. Monsieur Diom, si on me donne une mission et qu'on ne me donne pas les moyens, moi je dis, désolé monsieur, mais je ne pourrai pas accomplir cette mission. Donc je remets les papiers et je reste dans mon coin. Donc Manga 2 était dans ces comités pour apprendre. Pour voir comment... apprendre. Oh, non, attends. 26 non, ans. Parce que... Le a fait 26 ans à la tête du CNG. Manga aussi était là. Il y a aussi Birasset qui était là aussi. Mais attends. Ça fait presque 30 ans qu'il est presque au niveau du CNG. Et vous me dites qu'il est là pour apprendre. Non, attends. Quand tu viens dans une organisation, tu regardes le management. Ça veut dire que c'est seulement le président qui est diligente. Mais vous savez bien que Manga n'avait pas les prérogatives de diriger ou de donner des ordres ou des décisions. Ça veut dire que la lutte avec la lutte simple qu'on lui avait accordée, mais il y avait les drapeaux du chef de l'État qui s'organisaient. Hein? Donc il a réussi sa mission.
Oui. D'accord. Bon, mais lui, il n'avait pas vocation d'entrer dans ce qui concerne la lutte avec frappe ou quelque chose, mais sa vocation, c'était de tout faire pour que la lutte traditionnelle puisse se valoriser. Okay, et je crois qu'il a réussi ce pari-là. Okay. Maintenant, ce qui lui reste, bon, eux, ils ont toujours dit qu'ils veulent gérer la fédération en tant que lutteurs. C'est leur patrimoine, qu'ils ont les compétences et quand même les aptitudes de le gérer, tout en étant quand même secondés par d'autres personnes ressources. Ok, Hassan, on est vraiment pris Très, par le temps. Une dernière Il n'y a question. pas de souci. Ah, Non. oui. Bon, seulement on est à la dernière semaine des élections. Est-ce que Oui. vous êtes confiant et sur quoi vous vous basez pour penser que vous allez remporter gagner. ces élections-là? Bon, je crois que c'est un combat qu'on s'est battu Oui. pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait une souveraineté au niveau de la lutte. La lutte aux lutteurs, le football aux footballeurs. C'est pas du business. Parce qu'on ne veut pas que ça soit du business, qu'il y ait de la tolérance ou quelque chose des armes. Non. On veut que la lutte soit professionnelle, mais gérée par des lutteurs. Et raison pour laquelle, avec tous ceux qui sont derrière nous, les champions qui sont derrière nous, que ce soit les Morlo, les Emerson, les Balagay et autres, pour ne pas citer que cela. Bon, je crois que là, avec le staff Manga 2, avec les Max Mbargane et autres, quand même, tous les acteurs de la Ligue, là, si je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, quand même, ont mis Manga devant. C'est pas Manga qui s'est autoproclamé, mais c'est les acteurs de la lutte qui veulent que Manga prenne cette direction, la fédération, avec leur complémentarité. Donc, merci à Claude. Merci Nekoumba. Merci Hassan. Merci beaucoup. Merci à Ibrahim. Merci Ndekoumba. Ça a été un plaisir de venir quand même rencontrer les acteurs de la lutte et de parler au nom de la coalition Manga. Que je salue toute la coalition et aussi tous ceux qui vont être nos adversaires demain. Bon, peut-être le 28, mais disons que toujours c'est la lutte sénégalaise qui va gagner. Exactement. Ok, merci. Merci. La violence dans l'arène était au menu de nos discussions. Je vous rappelle que l'émission Dans l'arène vous a été offerte par Samao, une eau santé normale Mousselbi. Merci aussi à toute l'équipe technique qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Rendez-vous dans 15 jours. Samao est une eau minérale puisée à 240 mètres de fond, donc c'est ce qu'on appelle un forage en eau profonde. Cette eau, elle est
pleine de minéralité, pleine de santé. Sur le marché sénégalais, elle se positionnera comme une eau à destination de la santé, excellente pour les mamans qui allaitent, excellente pour les biberons, excellente aussi pour les personnes âgées, excellente pour les personnes qui sont sous traitement. C'est une excellente eau à complémenter avec la prise de médicaments. Pourquoi avoir choisi le groupe Eric Faye Média? Toute eau a besoin d'avoir un étendard. Et ce groupe Eric Faye Média, comme je vous l'ai dit, je retrouve dans ce groupe les valeurs qui ont guidé à l'émergence et à l'arrivée au lancement de Samao. À savoir un côté à la fois innovant, nouveau, un côté très technique et en même temps un côté très racine, très appartenance, très tradit, très attaché au Sénégal.